nouvel auteur. Nous accueillons cette semaine Charlotte Uvira. Charlotte, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette rencontre hebdomadaire. Charlotte vient nous présenter son tout premier livre qui n'est pas un roman, qui est un livre qui nous parle de parentalité positive. Le livre Parentalité affirmée et si le capitaine du navire, c'était vous. Charlotte, bonjour. Raconte-nous un peu qui tu es et ce que tu vas nous faire découvrir à travers ce livre. Alors, je m'appelle donc Charlotte Uvira, j'ai 2 enfants, 2 marmots, une de 8 ans et un garçon de 5 ans. Et en fait, c'est en arrivant, comme la plupart des personnes comme moi qui travaillent dans l'éducation positive, c'est en devenant maman que j'ai été plongée dans le défi éducatif. Et puis, voilà, donc je me suis développée dans ce métier, on va peut-être en parler plus tard. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de parents se plaignent de la parentalité positive parce qu'ils ont l'impression qu'elle les culpabilise beaucoup, qu'elle leur met énormément de pression, qu'il faudrait être toujours agréable, toujours sympa, toujours positif avec son enfant. Et on a d'autres parents qui veulent absolument pas pratiquer la parentalité positive parce qu'ils disent qu'elle est extrêmement permissive et laxiste. Et en général, j'aime pas trop faire ce que d'autres ont déjà fait parce que j'apprécie beaucoup le travail des autres, donc j'ai pas envie de réinventer la roue. Ouais. Mais par contre, dans ce domaine-là, laxisme, permissivité, etc., finalement, on ne trouvait pas beaucoup de réponses dans les livres de parentalité positive. Donc, je me suis enfoncée dans la brèche pour expliquer aux parents et à tous les gens qui n'y croient pas comment on pouvait vraiment être bienveillant, positif avec son enfant et en même temps ne pas être permissif ou laxiste. Comment est-ce que la parentalité positive est arrivée à toi? Est-ce que ça a toujours été ou est-ce que ça a été aussi une découverte, un cheminement qui petit à petit t'a amené à faire différemment en tant que parent? Ça a été d'abord une grande claque lorsque un jour, c'est ce que je raconte au début du livre, eh bien, j'étais seule avec ma fille et puis je me sentais assez désespérée seule dans ma vie. Et puis, j'essayais d'être la maman parfaite. Alors, je me pliais vraiment en 4. Et puis là, elle n'a pas voulu manger le super repas que je lui avais préparé. Elle l'a plutôt recraché alors qu'il était préparé avec amour, avec un super baby cook aux belles couleurs. Et donc, en fait, là, je l'ai très mal pris et j'ai senti une pulsion violente en moi. Et une pulsion violente que je pensais avoir déjà réglée, en fait, dans des thérapies, etc. Et puis, là, du coup, j'ai été confrontée au truc que je ne savais pas éduquer un enfant sans le faire obéir par des fessées, des menaces, du chantage. Voilà. Donc, et j'ai réalisé aussi que je voulais absolument pas éduquer ma fille de cette manière-là. Du coup, il a fallu que je me remette en question, que j'aille chercher des ressources. Et c'est ça qui m'a fait plonger dans un premier temps dans la parentalité positive. Et puis plus tard, j'ai été confrontée à, mais peut-être on va en parler après, un genre de manque de respect de la part de mes enfants. Et là-dessus, il a fallu aussi que je me positionne. Et à quel moment, dans ces différents constats, au fil du temps, tu t'es dit j'aimerais le partager, ça, et j'aimerais le partager au travers d'un livre. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de faire dès le départ, écrire un livre, ou est-ce que ça s'est présenté à toi de manière complètement inattendue? En fait, je crois que j'ai toujours su que j'allais écrire un jour ou l'autre au moins un livre, voire plusieurs. En fait, je me suis toujours sentie dans la peau de l'auteur. Et j'ai toujours écrit, alors pas forcément des livres, mais j'ai donc écrit des formations, j'ai écrit des ateliers, j'ai écrit des livres d'animation, etc. Donc j'ai toujours eu ça en moi et je me rappelle même de mon frère un jour qui me dit, quand j'avais 17 ans, mais toi un jour tu écriras un livre. Et il l'a dit d'une manière très évidente et je me suis dit, ouais, c'est vrai. S'il le dit. Non, je me suis bien reconnue là-dedans. Et d'ailleurs, je trouve que j'ai un peu le profil, tu vois. S'il y a un stéréotype, je trouve que j'y corresponds bien. Donc voilà. Et comment ça s'est passé alors? Est-ce que
tu as collecté un peu au fil des années toutes ces notes que tu avais accumulées sur le sujet, ou est-ce qu'au contraire, tu es parti d'une page blanche et tu t'es dit voilà, je commence ce travail d'introspection et d'écriture, hein, clairement, du livre. Comment est-ce que tu as entamé ce processus d'écriture de parentalité affirmée? Je suis tellement contente que tu me poses cette question parce qu'en fait, personne ne me la pose jamais. Et pourtant, c'était tellement, enfin, je veux dire, parler du livre, c'est tellement peu par rapport au travail d'écriture que ouais, c'est assez bluffant en fait que les gens n'essayent pas de comprendre hein, l'autre face du travail et du projet. En fait, au départ, j'ai commencé à écrire un autre livre que j'ai bien l'intention de terminer. Donc, j'étais tout à fait dans le projet d'écriture et j'ai commis l'erreur classique. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire, mais je n'écrivais pas avec suffisamment de régularité, si bien que quand j'en suis arrivée à avoir un peu moins d'une centaine de pages, disons 80 pages, je n'arrivais plus à voir le fil. Où Oui. est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que je n'avais pas dit? Parce que entre une séance de travail et une autre, il pouvait s'écouler 2 semaines, un mois, 2 mois. Et là, en fait, je me suis dit non, ça ne va pas comme ça. Et je l'ai rangé et il est resté rangé pendant grosso modo 1 an. Quand j'ai essayé de le ressortir, c'était inexploitable. Je me sentais complètement perdue dedans. Alors qu'au départ, quand j'écrivais, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de facilité pour l'écrire. Donc, du coup, remise en question, j'ai pris un livre qui s'appelle Le Miracle Morning for Writers. Donc, le Miracle Morning pour les écrivains, que j'ai commencé à écouter en fait en audio. Et puis, j'ai acheté d'autres livres sur l'écriture de livres. Et puis, je me suis dit, il faut que je prenne en compte les conseils que l'on donne par ailleurs. Et ces conseils, c'était, il faut écrire tous les jours. Il ne faut jamais manquer un rendez-vous d'écriture. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez et après, vous verrez. Donc, comme je faisais le Miracle Morning à l'époque, j'ai commencé à utiliser le Miracle Morning tous les matins à 5h30. J'écrivais mon bouquin. Et j'écrivais comme ça venait. Et en général, tous les jours, j'écrivais entre 3 et 5 pages. Voilà. Ensuite, il a fallu mettre tout ça en place, rassembler, trier. J'ai entièrement dicté ensuite mes notes parce que tout était écrit à la main. Donc, j'ai acheté un genre de dictaphone pour ordinateur assez puissant et j'ai tout dicté. Ensuite, j'ai tout corrigé. Ensuite, je t'ai tout envoyé. Voilà. Oui, parce qu'on a travaillé effectivement avec Charlotte à la correction et de son livre. Oui. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance sur ce coup-là. J'ai eu raison. Et pour continuer sur ce sujet, Charlotte, on sait que le livre parle de parentalité affirmée, voilà, que tu es coach toi-même et que tu accompagnes des parents, tu nous l'as dit en préambule, sur ces sujets-là. C'était pour toi évident d'écrire ce livre. Pourquoi tu as eu envie, en plus de ces accompagnements, en plus de ces formations, pourquoi est-ce que tu as eu envie, au-delà de se dire un jour j'écrirai un livre, pourquoi tu as eu envie de proposer ce livre-là aux parents sur cette thématique-là? D'abord parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui disent c'est pas possible, ça marche pas, etc. Donc déjà, j'ai envie de dire si c'est possible puisque moi, j'ai fait le parcours de -10 à plus quelque chose, donc c'est possible. C'est aussi un peu, d'une certaine manière, mon coup de gueule. J'ai envie de dire mais merde, maintenant je vais tout vous expliquer et comme ça on va arrêter. Parce que tu vois, souvent on intervient sur des. Enfin, quand on fait mon métier, quand on fait d'autres métiers, on intervient maintenant sur les groupes Facebook dans notre domaine d'activité. En réalité, c'est extrêmement frustrant, je trouve, pour tout le monde parce que d'abord, les parents ne se sentent pas pleinement compris parce qu'ils n'ont pas pleinement l'espace pour exprimer toute l'ampleur, tout le paysage de leur situation. Et puis, on doit se limiter, en fait, pour expliquer les choses. Et pour faire bien les choses, il faut prendre du temps.
Ouais. Prendre du temps, ça ne se fait pas sur un commentaire Facebook. Prendre du temps, ça se fait dans un livre, dans une publication, dans un article, pour vraiment bien expliquer les choses. Sinon, en fait, tout le monde est frustré et puis nous, on est toujours un peu en train de bâcler. Donc, c'était vraiment pour répondre à tous ces commentaires que je voyais et sur lesquels je n'arrivais pas forcément à prendre position parce que je trouvais qu'il fallait que j'utilise, tu vois, des biais qui sont racoleurs, des biais qui sont très, très, comment dire, très logiques, qui tombent sous le sens, etc. Et puis après, tout ça, ça manque de douceur, ça manque de vérité, ça manque d'authenticité. Donc, le livre, c'est aussi un moyen d'avoir un rapport authentique, respectueux, humble aux autres, sans devoir en passer par des genres d'hypocrisie que l'on est obligé finalement de mener dans les commentaires Facebook. Mais tu vas un peu à contre-courant de la tendance, parce que c'est vrai que la parentalité positive, on en entend parler, souvent elle est mise à toutes les sauces, et pas forcément les bonnes. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, on a cette fâcheuse, enfin en tout cas moi j'ai fait ce constat amer, c'est qu'il y a énormément de groupes qui se revendiquent de telle thématique, alors que les administrateurs ne sont pas forcément des professionnels de différents sujets, donc il y a à boire et à manger, hein, c'est le cas de le dire quelquefois. Donc il y a un tri effectivement qui est à faire, et du coup ton livre remet un peu le cadre et remet les choses dans l'église au milieu du village. Exactement, ouais, c'est ça, remet les points sur les i et les barres sur les t. Mais justement, je voulais ton avis de professionnel sur cette tendance-là, qui pour moi est une dérive. Comment faire la part des choses pour des personnes justement qui sont interpellées ou qui sont intéressées par la parentalité positive et qui pour le coup ont ce premier réflexe d'aller se renseigner sur les divers réseaux sociaux? Comment faire la part des choses et partage-nous d'ailleurs ton avis sur cette tendance. Oui, alors on a vraiment deux problèmes. On a d'une part le problème des groupes de parents. À la fois, en fait, le groupe de parents, il est extrêmement bon pour tout ce qui est rompre l'isolement social, créer du lien dans une société où ça peut être plus difficile, où il y a de plus en plus de mobilité, donc de plus en plus de familles qui se retrouvent très distanciées des autres membres de la famille, donc avec peu de soutien. Et là, en fait, les mamans, c'est surtout les mamans, elles trouvent du réconfort. Donc, sur ce point-là, je dirais c'est indiscutable. Oui. C'est un progrès. De même que avant, c'était les forums. C'est un progrès, ça fait du bien. Mais parce qu'on est entre soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, quoi. On est sur le même niveau. Exactement. Donc là, ça fait du bien. Après, est-ce que les conseils qui sont donnés sont valables? Là, franchement, pas forcément. Et voire même souvent pas. Moi, c'est une situation dans laquelle je suis toujours hyper mal à l'aise parce que je participe sur certains groupes et puis en fait, je suis une professionnelle de ce domaine-là et puis je vois des gens qui sont hyper sûrs d'eux, qui arrivent et qui envoient tac, tac, tac. Et en fait, nous, je vais dire nous parce que j'ai aussi des collègues qui sont professionnels et eh bien, on n'ose pas intervenir comme ça. Parce qu'on n'en sait pas assez sur la personne, on n'en sait pas assez sur l'environnement. Donc, du coup, les parents pourraient penser que finalement, on n'a pas la compétence, alors qu'on est plutôt respectueux et éthique dans notre manière d'approcher les choses. Donc, ça pose un problème parce qu'il y a des conseils qui sont donnés qui ne sont pas de l'ordre de la parentalité positive. Et quand je dis pas de l'ordre de la parentalité positive, c'est pas que c'est un dogme. C'est juste que ce qui est de l'ordre de la parentalité positive, c'est ce qui est bon pour le développement de l'enfant. Et ce qui est bon pour le développement de l'enfant, c'est bon pour le développement de la famille. Et donc, en fait, c'est périn, quoi. Donc voilà. Après, il y a l'autre chose, c'est les blogs. Alors, on a des blogs qui sont tenus par des mamans, on a des blogs qui sont tenus par des gens qui sont passionnés par l'éducation positive. C'est très bien. Mais je pense qu'on doit vraiment se rendre compte que lorsque l'on est connu, c'est parce que l'on est bon en communication. Ce n'est pas parce que l'on est bon dans un domaine qu'on a été formé.
ça aide, ça donne de la légitimité, etc. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre de blogs qui sont extrêmement populaires, où on va même trouver derrière des formations qui sont vendues aux parents, etc., avec des personnes derrière qui n'ont absolument pas de formation. Mais rien. Si on va chercher sur leur site, il n'y a rien. Donc, et puis les gens sont appâtés parce qu'il y a des belles vidéos, parce que c'est fun, parce que c'est bien fait, etc. Et c'est un très bon marketing. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire aux parents, attention, c'est un peu comme penser que Nutella, parce qu'ils ont un super marketing, c'est très très bon pour la santé. Voilà, c'est bien, c'est du bon marketing et tout, c'est mangeable, voilà, mais c'est pas bon pour la santé. Mais je vais te dire, Kellogg's, ils nous font la même chose. Hein. T'as vu sur les boîtes ? Oui, avec ça, votre enfant, il a tout ce qu'il lui faut pour… En fait, c'est que du sucre. Bon. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Savoir faire la part des choses, le vrai du faux. Et puis surtout, après, je pense que c'est un trait aussi de société. C'est-à-dire qu'on veut tout avoir tout cuit, tout prêt dans l'assiette, pas prendre le temps de se renseigner, de trier le bon grain d'ivraie, comme on dirait. Et je pense que ça joue aussi. C'est-à-dire que ces blogs-là, ces personnes, sans les nommer, hein, mais jouent sur cette facilité-là. Exactement. Alors, le fait de… Oui. Du coup, ça me donne envie juste d'ajouter, tu vois qu'avec le livre Parentalité affirmée, il y a un groupe Facebook qui a été créé qui s'appelle le groupe donc, des parents affirmés. Et en rejoignant le groupe parents affirmés, il est en train de se former. Donc, on a atteint plus de 300 membres en l'espace de 3 semaines. Et il va y avoir des personnes, des professionnels qui vont devenir animateurs parentalité affirmée et qui vont être automatiquement ajoutés comme modérateurs. Et donc, c'est un groupe où les parents vont pouvoir échanger de manière tout à fait libre, mais avec des avis, des conseils, des accompagnements aussi, des points de vue, des ouvertures de la part de professionnels qui sont formés. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important. Finalement, quand les parents font confiance à tous les parents qui leur donnent des conseils, c'est un peu comme aller au milieu du supermarché en tête de gondole et dire « Voilà, mon enfant ne dort pas la nuit. Allez-y, donnez-moi vos conseils. » Et c'est dangereux. On ne le ferait pas parce que ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Donc, c'est la même chose que ce que l'on fait sur les groupes de parents, finalement. C'est comme aller au supermarché et demander l'avis des clients sur des questions d'éducation. Oui, complètement. Donc, vigilance. Et puis, si vous voulez avoir des conseils avisés de professionnels, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le groupe des parents affirmés de Charlotte. Yes. Oui. Si tu étais un moment de la journée, tu serais? L'aube. Pourquoi? L'aube, c'est le moment de tous les possibles. C'est pour moi le moment le plus calme de la journée où tout est beau, tout est magique, il y a la rosée qui apparaît, il y a des lumières, il y a des scintillements. On ne sait pas encore vraiment à quoi s'attendre si on n'a pas regardé la météo. Fera-t-il beau ou pas? C'est sérieux l'aube. Et c'est un moment où normalement mes enfants ne me dérangent pas. Ce que j'apprécie. C'est un moment pour toi. Oui, c'est un moment, exactement. C'est un moment pour moi, parce qu'après, je suis bien contente qu'ils se réveillent quand même. Hein. Mais c'est un moment pour moi. C'est un moment créatif. C'est le début des possibles. Et je l'aime beaucoup. Si tu étais un animal, tu serais? Je serais un chat. C'est pas très original. Mais ce que j'aime bien j'ai 2 chats. Mes chats, ils emmerdent tout le monde. En gros, ils en ont rien à faire. Et j'adore cette décontraction. Alors, j'ai un chat qui dort toujours comme ça, sur le dos, complètement détendu. S'il a envie qu'on lui fasse un câlin, il sait l'obtenir. S'il n'en a pas envie, il sait très bien nous remettre à notre place. Et puis, nous, on ne discute pas. Donc, en fait, en termes d'affirmation, le chat est très, très fort. Et en plus, on est ses esclaves. On fait tout pour lui, mais tout. Enfin, pour eux. On fait tout pour eux. On s'occupe de leur toilette, on s'occupe de leur repas. Et ils nous donnent quasiment rien en échange. C'est beau. Ça, c'est royal, une vie de chat. Ah ouais, une vie de chat, moi, je trouve, c'est un truc.
Si tu étais une qualité que tu n'as pas, tu serais? Haha, je serais la patience. Ah, j'aurais aimé naître avec la patience. La patience n'est pas tombée sur moi. Je la travaille beaucoup, je fais beaucoup Oui. d'efforts, je fais semblant d'être patiente. Tu vois, par exemple, normalement, j'aurais plutôt tendance à dire à mes enfants, dépêche-toi, vite, on y va. Et puis à la place, je dis, ce que je t'avais dit une fois, prends ton temps, Prends ton temps. tout va Il bien. dit, ah oui. Et dans ma tête, prends ton temps signifie, bouge-toi le cul. Mais non, mais en fait, dans la réalité, je dis, prends ton temps, tout va bien. Oui, c'est bon, mais oui, tu as le temps de le faire. Surtout, ne te presse pas, maman attend. Non, voilà. Et donc, Et ça marche. Et ça ça marche. marche super bien parce que ça marche beaucoup plus que si je suis là à côté, vas-y, dépêche-toi, tu vois. Parce qu'en fait, les enfants ont besoin de temps. Mais du coup, j'arrive mieux à pratiquer cette patience avec mes enfants qu'avec mon mari, par exemple. Parce que là, je ne peux pas empêcher un, mais dépêche-toi. Donc, voilà, si j'étais une qualité que je n'ai pas, je serais résolument la La patience. Et patience. ça changerait bien des choses dans ma vie, mais ça me ferait travailler moins. Donc, voilà. Chers amis, je vais maintenant vous lire un extrait de Parentalité affirmée, un tout petit extrait juste pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez rencontrer dans ce livre. Donc, j'ai le livre que vous ne manquerez pas d'avoir bientôt chez vous. Imaginons que nous soyons sur la route pour aller au travail et que nous passions par une petite rue en sens unique. Devant nous se trouve un camion qui soudainement s'arrête, tire le frein à main et enclenche les feux de détresse. Le conducteur sort alors du véhicule, ouvre les portes de sa remorque et commence à décharger sa marchandise. Que faire? Que faire parce que vous êtes derrière le camion. Pour moi, cette situation est une référence. Dans mes ateliers, j'y fais presque toujours allusion. Car tous les comportements que nous adoptons avec nos enfants devraient pouvoir être envisagés dans le spectre de cette situation précisément. Mon ambition dans le livre Parentalité affirmée est que vous puissiez répondre avec la même sagesse, la même régulation émotionnelle et la même affirmation positive de vous-même que vous voudriez le faire dans la situation du livreur vous empêchant d'avancer. Réfléchissons. Quels effets auraient vos menaces? Que faire au-delà des cris? Pourriez-vous dire au livreur « Je vous préviens, si vous continuez comme ça, je vous mets au coin !» Ou encore « Vous êtes très désobéissant, je vais vous demander de rentrer dans votre cabine pour réfléchir. » Nous approcherions-nous la main tendue vers sa joue, prêts à lui en mettre une? Enfin, moi, je ne le fais pas. Je suis sûre que cela vous fait sourire, au moins autant que moi. Nous sommes bien d'accord. Il y a dans la vie des situations très frustrantes et nous voudrions bien avoir le contrôle et celui-ci nous est refusé. Et où nous n'avons pas de moyens pour asseoir notre volonté. Mais je pense que vous savez que certaines manières de communiquer peuvent donner envie au livreur de faire de son mieux, voire de coopérer ou au contraire, lui donner envie de vous gêner encore un peu plus et à l'avenir, de ne plus avoir le moindre égard pour tous ces automobilistes qui ne réalisent pas les contraintes et pressions de son métier. Voilà. Super. Merci, Charlotte. Je t'en prie.